Bonjour à tous. Alors, nous voilà pour plus ou moins 1 heure autour de l'autonomie dans le nouveau programme de l'école maternelle. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi de développer une partie sur l'autonomie? C'est quelque chose de nouveau dans un programme, hein, on ne l'avait pas dans les programmes précédents. Il y a plusieurs raisons qui nous ont menés à ça. Une des raisons, c'est qu'on a trouvé, dans le référentiel des compétences initiales, la présence de différents objectifs d'autonomie. Et donc on s'est dit: on va, sauter sur l'occasion pour le déployer davantage que ce qu'on peut le trouver dans le référentiel, puisque l'autonomie est un apprentissage à part entière, et ça nos lectures, nous l'ont bien confirmé. Et aussi que, c'est quelque chose de crucial pour l'équilibre et le développement de l'enfant et ça fait des années que les enseignants maternels y consacrent un temps important et conséquent et heureusement, vu l'impact important que ça a sur la suite des apprentissages et donc c'est aussi, une façon de reconnaître le travail que vous faites depuis des années et des années, en tant que titulaire de classe, mais aussi par rapport aux autres acteurs pas seulement les titulaires de classe maternelle, mais aussi les puéricultrices, les éducateurs qui viennent aider dans les classes, hein, toutes les personnes qui gravitent autour de l'élève ont un rôle important à jouer dans l'autonomie. Et donc cette partie-là dans le programme, elle permet aussi de regrouper tous les acteurs qui entourent l'enfant autour de la table avec ce volume 1 et ces premières pages du programme pour réfléchir ensemble, échanger sur les différentes pratiques, les postures à adopter, les outils à créer pour que les élèves de votre école deviennent les plus autonomes possibles ou en tout cas développent les 4 types d'autonomie mentionnés dans le référentiel, mais aussi du coup dans notre programme. Alors, comment est-ce que les 4 types d'autonomie sont structurés? Alors c'est un petit peu différent de ce qu'on peut trouver dans le référentiel, puisque dans le référentiel, on avait simplement une liste, d'objectifs d'autonomie, classés par type d'autonomie. Nous, on a regroupé ces objectifs d'autonomie sous 11 rubriques différentes et donc on peut le voir dans les pages sommaires, du volume 1, hein, vers la page 40 de notre volume, là où la partie autonomie commence. Et donc, on a regroupé les objectifs d'autonomie affective. On a regroupé les objectifs qui traitaient des émotions, ceux qui traitaient des changements, ceux qui traitaient de l'affirmation de soi. Et donc, c'est là que vous voyez les bandeaux orange à deux chiffres, qui sont donc les différentes rubriques qui ont permis de regrouper les objectifs d'autonomie ensemble. Alors, on a repris pour la plupart les objectifs d'autonomie qui nous venaient du référentiel, mais on en a aussi ajouté quelques-uns, puisque nos lectures, notamment sur les neurosciences, nous ont montré la place, par exemple, du métier d'élève, de développer le métier d'élève et les stratégies d'apprentissage. Et donc, on a ajouté quelques éléments dans cette partie-là. On a ajouté les fonctions exécutives aussi. Et puis, nous avons décidé de placer le FLESCO, le français langue de scolarisation, dans la partie autonomie affective, même si on sait qu'elle regroupe l'ensemble des disciplines. C'est une partie transversale, tout comme l'autonomie, qui est transversale et qui vient prendre appui sur les différentes disciplines. Comment est-ce que ça se structure dans notre programme? Comment est-ce que ça se présente? Alors, ça se présente au départ, à première vue, comme pour les disciplines, une page de gauche et une page de droite avec plutôt des illustrations. Sur la page de gauche, vous allez retrouver le contenu qu'on retrouve dans le référentiel. À une différence près, c'est que nous l'avons déployé davantage. C'est-à-dire que pour chaque objectif d'autonomie, on a ajouté des comportements qu'on pourrait observer chez l'élève pour atteindre cet objectif d'autonomie. On a aussi un cadre orange dans le bas de la page qui indique toutes les disciplines qui contribuent à développer ces objectifs d'autonomie. Et puis sur la page de droite, on a répondu à plusieurs questions. Donc, quelle posture adopter pour développer l'autonomie? Quelles balises? Quels espaces? Classes, est-ce que je peux mettre en place? Quels rituels? Quels outils? Et quelle communication
pour un meilleur partenariat entre l'école et la famille pour développer l'autonomie. Alors, on va venir un peu plus en détail sur cette page de gauche et cette page de droite. Sur la page de gauche, donc, des objectifs d'autonomie qui sont listés avec le symbole de la petite main et l'index qui pointe l'objectif. Ce n'est pas la même chose que dans les programmes disciplinaires où vous avez un petit V et une petite flèche. Le petit V pour le savoir et la flèche pour le savoir-faire. Ici, on a le symbole de la main pour les objectifs. Ensuite, en face de ce cadre objectif, on a des comportements qui sont listés. Et ces comportements, ils ne sont pas, comme dans les autres disciplines, des comportements à atteindre en fonction du degré d'année d'études. Parce qu'on estime que l'autonomie, les élèves évoluent à leur rythme et que c'est plus compliqué encore que pour les apprentissages disciplinaires de savoir si un élève sera capable d'atteindre ou non à tel âge ou à tel âge le comportement attendu. Et donc, on n'a pas mis de progression par année d'études, puisqu'on le sait bien, parfois en rentrant à l'école maternelle, des élèves savent déjà s'exprimer tout à fait aisément et d'autres pas du tout. Et donc, les différences qui viennent entre autres du milieu socioculturel dans lequel l'élève évolue font un écart important, créent un écart important entre les élèves. Et donc, on n'a pas voulu accentuer cet écart et laisser la possibilité d'atteindre en fin de troisième maternelle tous les comportements qui sont listés dans la case. Sur la page de droite, on a donc cette question, quelle balise, où on vient donner quelques apports théoriques sur les comportements, les postures à avoir ou à ne pas avoir qui pourraient enfreindre ou retarder le développement de telle ou telle autonomie et ceux qui pourraient le favoriser. Sur la page de droite, on a encore une liste de postures à mettre en place. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas plein de nouvelles choses, des nouvelles postures qu'on viendrait de découvrir, mais on a donc des postures que vous mettez certainement déjà en place depuis des années. Mais donc, c'était vraiment, je le rappelle aussi, en termes de reconnaissance de ce que vous faites déjà, d'avoir cette partie-là dans le programme. On a ensuite listé quelques outils, c'est une liste non exhaustive d'outils qui favorisent le développement. Ici, c'est le développement de l'autonomie par rapport à la régulation des émotions. On a ensuite listé quelques espaces classes aussi qui y contribuent, des rituels. On sait bien que les rituels favorisent notamment par rapport au développement de l'autonomie affective. Elles sont vraiment importants, ces rituels, puisqu'ils rythment la journée de l'élève et lui permettent vraiment de s'inscrire dans le cadre scolaire et de comprendre aussi les changements qu'il va y vivre. On a aussi un cadre pour la communication entre l'école et la famille, puisque on sait bien que l'autonomie, on peut mettre des choses en place à l'école, c'est essentiel, mais il y a aussi des choses qui se passent à la maison. Et donc, cette communication entre l'école et la famille, elle est vraiment importante. Et donc, on donne quelques pistes pour favoriser cette communication entre l'école et la famille. Alors, 4 types d'autonomie, mais en fait, ces 4 types d'autonomie, elles sont interdépendantes. Elles agissent les unes sur les autres, c'est normal, et elles interviennent toutes dans le cadre scolaire comme un support à l'apprentissage. Ça, c'est important de savoir. Ça a un impact à long terme et l'autonomie, elle ne s'arrête pas après les maternelles. Bien sûr, elle continue jusqu'en secondaire. Et d'ailleurs, quand on a montré notre programme à nos collègues du secondaire, ils se sont dit, cette partie-là, ce sera important qu'il en reste des traces aussi en secondaire ou qu'on crée une partie sur l'autonomie, peut-être un peu plus l'autonomie liée au travail. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qui a un impact important sur l'apprentissage, mais aussi où le langage tient une place importante, puisque dans chaque type d'autonomie, on va mettre des mots sur ce qu'il se passe dans sa tête notamment, mais aussi sur ce qu'on ressent. Et donc, ça a une place vraiment conséquente. Alors, on va rentrer ensemble dans les 4 types d'autonomie. On va commencer par la première qui se trouve dans le programme, c'est développer l'autonomie affective. À l'intérieur de cette autonomie-là, on a listé 3 rubriques. La première qui est réguler ses émotions,
La deuxième, vivre sereinement les changements. Et la troisième, s'affirmer. Et donc, ce sont 3 pages de gauche que vous allez trouver dans le programme qui se suivent pour développer l'autonomie affective. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autonomie affective? Qu'est-ce que c'est que devenir autonome quand on a 3, 4, 5 ans? Vous allez trouver cette définition-là dans l'introduction de la partie autonomie, hein, à partir de la page 41 jusqu'à la page 44, vous avez l'introduction de la partie autonomie et donc on est défini chaque fois, chaque type d'autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est l'autonomie affective? Devenir autonome affectivement, c'est se constituer petit à petit un bagage de stratégies inter- et intrapersonnelles qui vont permettre à l'élève de réguler ses émotions, mais aussi d'interpréter les émotions d'autrui. Et donc, c'est ce petit bagage qu'on va constituer et qu'on va continuer, bien sûr, à constituer jusqu'à la fin du tronc commun. Vous voyez qu'il y a dans cette définition, et vous le verrez dans toute la partie autonomie et dans les autres disciplines aussi, un petit astérisque de couleur. Ici, il est orange, couleur de la partie traitée, donc la partie autonomie. Ça renvoie au glossaire de la partie autonomie. À la fin de chaque discipline et à la fin de chaque partie du programme, vous avez un glossaire avec des mots peut-être un peu plus complexes ou qui permettent de clarifier certaines notions, certains concepts. Dans les 3 rubriques de l'autonomie effective, vous allez chaque fois trouver 2 objectifs. Et donc, vous les voyez ici, hein, sur la page « Réguler les émotions ». On a exprimé ses peurs, ses craintes, ses angoisses, se libérer de certaines émotions et gérer au mieux les comportements d'agressivité. On a dans la rubrique « Vivre sereinement le changement », vivre la séparation parentale momentanée dans le milieu scolaire, mais aussi s'adapter aux changements qui ont lieu dans ce cadre scolaire. Dans l'affirmation de soi, eh bien, c'est pouvoir s'affirmer sans avoir systématiquement recours au soutien de l'adulte. Et puis, se connaître, s'accepter, développer la confiance en soi, développer son identité, sont des objectifs qu'on va retrouver donc à développer tout au long de l'école maternelle. Voilà quelques idées en images de ce qu'on peut retrouver sur les pages de droite, dans les écrits ou sur les photos que vous trouverez des pages de droite par rapport à la régulation des émotions. Donc ce qu'on a relevé des lectures sur le sujet, c'est que c'était important dans sa classe d'avoir un espace rassurant, un espace personnel pour que l'élève puisse réguler son émotion à l'abri des regards des autres. En termes de posture d'adulte, et là je ne vous apprends rien, hein, l'importance de garder son calme, même lorsque l'élève est en situation de crise ou d'agressivité. Permettre l'accès à l'objet transitionnel, ça c'est quelque chose vraiment d'essentiel qui a été relevé à de nombreuses reprises. Et donc c'est pouvoir, puisque ça fait partie du bagage hein, qu'on enrichit de l'élève, de pouvoir réguler son émotion tout seul en allant parfois quelques secondes toucher cet objet transitionnel ou simplement le regarder ou le serrer un petit coup dans ses bras avant de repartir pour les apprentissages. C'est important qu'il puisse y avoir accès de manière libre. Alors, aider l'élève à mettre des mots sur ses émotions, c'est aussi quelque chose d'essentiel, puisque mettre des mots permet de prendre de la distance par rapport à l'émotion qu'on ressent. Certains élèves auront du mal à mettre des mots, des pictogrammes ou des objets qui permettent d'aider l'élève à mettre en mots son émotion seront bien sûr intéressants. Vous voyez aussi, là dans le bas à gauche de la dia, un outil qui permet d'aider à l'expression des émotions. Ici, c'est une boîte à colère. Et donc, à l'intérieur de cette boîte, il y a des tas d'outils qui peuvent aider les élèves à réguler leur colère. Ces outils, bien sûr, ils n'ont pas été plaqués dans la boîte comme ça. Ces outils, ils ont été d'abord travaillés, peut-être même créés avec les élèves, et puis ils ont été mis dans la boîte qui se trouve à disposition dans un coin de la classe. Et l'élève sait que quand il est en colère, il peut aller ouvrir cette boîte et choisir peut-être un outil qui lui permettra de se calmer.
À l'intérieur de cette boîte, dans le couvercle, la première chose qu'on y trouve, c'est un miroir, parce que pour gérer la colère, déjà on a des émotions généralement, très visibles quand on est en colère et donc l'élève, rien que le fait de se voir dans le miroir, va déjà pouvoir se rendre compte de l'état dans lequel il est et peut-être déjà se calmer une première fois avant d'entamer et d'utiliser les outils qui se trouvent dans la boîte. Alors pour vivre sereinement les changements, ça c'est la deuxième rubrique qu'on trouve dans l'autonomie affective, ce qui est important, c'est d'annoncer les changements aux élèves, pour que les élèves ne subissent pas le changement, de façon, immédiate et qu'ils puissent le prédire. Mais c'est quand même relevé aussi dans les lectures, c'est vraiment important de limiter les changements, quand les enfants sont jeunes, et donc essayer au maximum, d'avoir une stabilité dans l'organisation de la classe, tant au niveau des espaces, qu'au niveau des changements, de personnes qui viennent dans la classe, surtout en classe d'accueil et en première maternelle, vraiment limiter les changements. L'important, c'est d'avoir des rituels, puisque les rituels vont rythmer les changements. Ce sont des points de repère qui rendent les changements prévisibles pour les élèves et du coup qui rassurent au niveau émotionnel aussi. Et puis, utiliser des outils de représentation du temps, des espaces, des photos des différents intervenants. Tous ces éléments-là vont bien sûr aider les élèves à vivre sereinement les changements. Alors en images, de nouveau, pour annoncer les changements aux élèves, bien sûr, on peut utiliser un calendrier de la semaine, un calendrier du mois ou de l'année pour les événements plus importants et pour les plus grandes classes. On peut utiliser différentes représentations du temps, des outils dans lesquels les élèves peuvent agir pour faire eux aussi avancer dans le temps et découvrir eux-mêmes ce qu'il va se passer à la période d'après. Sélectionner aussi ben, les activités, vraiment faire intervenir les élèves dans ces outils de gestion du temps. Alors, on peut aussi travailler sur les gestions d'espace, hein, essayer d'associer des personnes à l'espace qu'elles occupent ou des activités qu'on peut faire en fonction des espaces. Tous ces éléments-là et tous les rituels qu'il y a autour de la gestion du temps et de l'espace, ben, bien sûr, vont rendre les changements prévisibles et rassurer les élèves. Par rapport à l'affirmation de soi, quelques idées. Vous voyez là une boule avec des pompons, hein, c'est la boule, d'estime de soi. Chaque fois que l'enfant est fier de quelque chose qu'il a fait, il peut venir chercher une boule pour un pompon pour aller, le placer dans sa boule. On peut faire la même chose avec, des pétales qu'on vient, ajouter, à la fleur d'estime de soi. Pour chaque réussite, par exemple, faite, réalisée par l'élève. Le cahier des progrès, quelque chose qu'on voit de plus en plus fleurir dans les écoles, c'est aussi une manière de s'affirmer et puis aussi de prendre confiance puisque on relève les progrès effectués par l'élève. Une activité aussi rituelle qui peut être mise en place dans vos classes, c'est l'enfant vedette ou l'enfant à l'honneur. C'est-à-dire que pendant une semaine, un élève est mis à l'honneur et chaque semaine, c'est un élève différent, hein. Il peut y avoir une programmation prévue sur l'année. Et cette semaine-là, ben, l'élève peut apporter un objet qu'il aime bien, son jouet préféré. Peut-être qu'un membre de sa famille peut venir expliquer sa passion, son métier, raconter une histoire, animer un atelier. Tous ces éléments-là ben, vont permettre à l'élève de se faire connaître par rapport aux autres élèves et puis de prendre de l'assurance aussi au sein de la classe et de prendre une place plus importante. Vous voyez un élève avec une couverture et plein de post-it là sur cette couverture. C'est la couverture d'estime de soi où chaque élève a été déposé un post-it avec quelque chose qu'il apprécie chez cet élève-là ou bien un point commun qu'il a avec cet élève-là. Et donc, on peut utiliser cette couverture d'estime de soi à plusieurs occasions. Alors, il y a des disciplines, bien sûr, qui contribuent à développer l'autonomie affective, hein. On peut travailler l'autonomie pour elle-même en mettant des choses en place au sein de sa classe, tous les rituels, mais en travaillant les savoirs et les savoir-faire disciplinaires, on va aussi développer l'autonomie affective. Et donc, en travaillant les savoirs et les savoir-faire de l'éducation, philosophie et citoyenneté, ben, on va développer l'autonomie affective.
en formation humaine et sociale. Hein, c'est le nouveau mot pour la discipline formation historique et formation géographique. C'est formation humaine et sociale aujourd'hui, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça se trouve dans le volume 3. Et donc, dans ces disciplines-là, on va travailler les notions de temps et les notions d'espace, hein, avec la géographie et l'histoire. Et donc, bien sûr, ça va aider les élèves à rendre prévisibles les changements. En religion, on va aussi extrêmement travailler sur la connaissance de soi, l'acceptation des différences, s'affirmer. On va travailler autour des émotions et donc, bien sûr, ça va contribuer aussi à développer l'autonomie affective. En éducation culturelle et artistique aussi, c'est un bon moyen aussi de travailler notamment les émotions par rapport à l'expression des émotions aussi, et puis par rapport à l'émotion qu'on ressent face à une œuvre artistique. Alors certainement que vous faites déjà énormément de choses dans vos classes. Ce programme, il ne vient pas seulement vous dire ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'on y trouve dans le programme, c'est un relevé de choses qu'on a pu observer au sein des classes ou des choses qu'on a mis, nous, enseignants maternels, des choses qu'on a déjà mis en classe, en place en classe depuis des années. On va passer à la deuxième autonomie. Alors, c'est l'autonomie motrice. À l'intérieur de l'autonomie motrice, on a deux rubriques. Se mouvoir pour s'adapter à l'environnement et puis répondre à ses besoins physiologiques, puisque ces besoins physiologiques, ils font partie et ils mettent en œuvre énormément d'éléments moteurs. Alors, comme pour l'autonomie affective, on a une définition de l'autonomie motrice qu'on retrouve toujours dans l'introduction, une définition et puis quelques explications du développement de l'autonomie motrice de l'enfant de 2 ans et demi jusqu'à 6-7 ans. Alors, qu'est-ce que c'est être autonome au point de vue moteur quand on est en maternelle? C'est être capable de maîtriser suffisamment son corps pour agir et apprendre de son environnement. Donc vous voyez, à la différence de ce qu'on peut trouver en psychomotricité, on ne sera pas dans un attendu d'actes sportifs, mais vraiment être capable de se mouvoir dans son environnement pour pouvoir aller chercher un objet en haut d'une armoire, pouvoir se déshabiller, se rhabiller, ouvrir un cartable, ouvrir une boîte, donc se débrouiller au point de vue moteur dans l'environnement de l'élève. Cette autonomie, c'est sûr qu'elle s'acquiert d'abord par l'utilisation des sens, et donc on va voir que le travail autour des 5 sens va bien sûr aider au développement moteur, mais aussi par le développement de la perception et de la motricité, et donc toutes les activités réalisées en psychomotricité, que ce soit en classe ou avec le maître de psychomotricité, aura une importance et un impact vraiment essentiel sur le développement de l'autonomie motrice. Alors, on a dans ces deux rubriques plusieurs objectifs pour se mouvoir et s'adapter à l'environnement, jusqu'à prendre plaisir à se mouvoir, c'est important. Un enfant doit normalement prendre plaisir à bouger, et donc ce serait inquiétant si un enfant ne bouge plus ou ne bouge pas assez. Se connaître par les sens, connaître la possibilité de son corps, mais il y a aussi toute la coordination des différents mouvements qui vont entrer dans cette rubrique-là. Dans la deuxième rubrique, elle est centrée sur les besoins physiologiques de l'élève, et donc ce sera que l'élève soit capable de réagir aux signes envoyés par son corps pour répondre à ses besoins physiologiques. Par rapport à se mouvoir et s'adapter à l'environnement, ce sera important de laisser le temps à l'élève, de respecter son rythme, de favoriser les encouragements. Les encouragements aussi qui peuvent être non-verbaux, hein, un regard d'encouragement, un petit clin d'œil quand l'élève est en action, ou simplement observer l'élève en action va lui permettre de l'encourager. Discuter avec l'élève de ses réussites, de ses progrès, et on peut faire le lien avec ce qu'on a vu juste avant sur le cahier des progrès ou la fleur de la réussite. L'importance de prévoir un espace-temps d'activité libre. C'est vrai que bien souvent, dans les classes, on a peu d'espace, et donc de pouvoir libérer un coin pour les grands mouvements dans sa classe,
Donc déplacer à certains moments dans la semaine, déplacer des tables et y placer des tapis, un banc, un gros ballon, un tunnel. Ça va permettre à l'élève de développer, en plus des 2 heures de psychomotricité, il va développer en plus de ça les grands mouvements, puisque 2 heures, c'est pas suffisant pour un élève de cet âge-là, jusqu'à 6 ans. Il faut plusieurs heures par semaine pour que l'élève puisse bien connaître son corps. L'importance d'avoir dans la classe des miroirs, des vêtements d'adultes dans le coin déguisement pour qu'ils puissent s'exercer, des objets qui permettent la manipulation libre, l'importance bien sûr de rappeler les règles de sécurité et puis aussi de séquencer les gestes avec des supports visuels. Alors en image, qu'est-ce que ça donne? Mais donc avoir un espace pour les grands mouvements. Si vous avez la chance dans votre classe d'avoir un accès directement vers l'extérieur ou de pratiquer l'école du dehors régulièrement, bien sûr c'est idéal à plusieurs points de vue pour l'école du dehors, hein. C'est vraiment quelque chose de gagnant à l'heure d'aujourd'hui. Mais donc pour ces grands mouvements, c'est vraiment important voilà, de pouvoir utiliser un couloir dans une école et se le partager entre collègues pour y mettre des tricycles, pour y mettre un parcours psychomoteur à plus petite échelle. Donc vraiment, c'est essentiel qu'en plus des 2 heures de psychométricité, l'élève puisse régulièrement travailler les grands mouvements. Et puis, bien sûr, essentiel aussi qu'il puisse s'exercer à tous ces petits mouvements. Et là, on voit fleurir dans les classes de plus en plus souvent les ateliers Montessori qui proposent des petits ateliers autonomes autour de gestes quotidiens. C'est vraiment aussi quelque chose d'important pour développer la motricité fine des élèves. Alors, dans la deuxième rubrique, répondre à ses besoins physiologiques, on va retrouver différents éléments importants. Mettre des mots sur les sensations que l'élève ressent, hein. Avant d'avoir le besoin physiologique qui naît, le corps envoie des signaux. Et donc, pour pouvoir mettre des mots sur ces signaux, pour que l'élève puisse les détecter tout seul, pour pouvoir répondre à ses besoins physiologiques, c'est évidemment essentiel. Faire preuve de tolérance par rapport à l'acquisition de la continence, hein. On sait aujourd'hui que jusque 7 ans, les accidents sont encore réguliers et c'est normal. C'est quelque chose de physique qui se passe dans le corps et ça ne se passe pas au même âge pour tous les élèves. Encourager les progrès, on en a déjà parlé, permettre d'accéder facilement aux toilettes, aux gourdes, aux mouchoirs, à l'espace de repos, évidemment. Si on demande à l'élève d'être autonome, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui freinent son autonomie. Et donc avoir un système de collier pour aller aux toilettes ou de pince à linge pour qu'ils n'y aillent pas tous en même temps, évidemment, plutôt que de devoir demander chaque fois à l'adulte s'il peut y aller. Enfin, donc vraiment essayer de favoriser l'autonomie des élèves à ce niveau-là. Et donc, il ne faudrait pas que les toilettes soient 3 étages plus bas que la classe, que les gourdes soient trop hautes pour pouvoir y accéder, qu'il n'y ait pas de mouchoir en classe quand il doit se moucher. Enfin, voilà, des éléments assez basiques, mais ils sont rappelés là dans le programme. Proposer des pictogrammes qui permettent de séquencer les gestes du quotidien. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut vraiment pris en charge, notamment soit par les éducatrices, soit par les puéricultrices, hein, de travailler ces différents mouvements et cette coordination des différents mouvements, et puis peut-être de créer avec les élèves des petites vignettes qui permettent de séquencer les mouvements pour les rendre autonomes au niveau moteur. Je pense vraiment qu'il y a un rôle à donner important aux puéricultrices par rapport à cette partie autonomie, hein. Je pense qu'on peut vraiment s'asseoir autour de la table ensemble et définir, mais tiens, qu'est-ce que tu prends en charge? Comment est-ce que tu fais ça? Quels outils est-ce que tu vas déployer? Est-ce que tu as besoin d'aide? Vraiment avoir une concertation plusieurs fois par trimestre avec les puéricultrices pour réguler les différents types d'autonomie, puisqu'elles sont là aussi, elles vivent avec nous, elles vivent avec nous des moments avec les élèves que nous ne vivons pas,
hein, parfois les repas, mais parfois aussi la garderie. Et donc, elles ont une observation de l'élève bien plus riche encore que la nôtre. Nous, on peut observer les apprentissages, mais elles peuvent se focaliser sur l'observation de l'autonomie, par exemple, des élèves. Et donc, c'est vraiment important de collaborer et de pouvoir profiter de leur expertise à propos de l'autonomie des élèves. Alors oui, échanger avec les parents sur les tâches aussi que les élèves peuvent déjà réaliser seuls, et à l'école et à la maison. Puisque ce serait dommage que l'élève qui sait déjà faire ses lacets en arrivant à l'école ne puisse plus s'entraîner à les faire quand il est à l'école, et vice-versa. S'il a appris à faire ses lacets à l'école et qu'il est déjà capable de les faire, ben, qu'à la maison, il puisse encore s'entraîner et continuer à les faire. Voilà en images, quelques idées, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les autres disciplines, hein, quelques idées qui, permettent de séquencer les mouvements. On voit, des structurations réalisées avec les élèves par rapport à à la séquence de mouvements, pour se laver les mains, on peut avoir des séquences de mouvements pour apprendre à se moucher, pour aller aux toilettes, donc voilà différents supports qui peuvent être utilisés. Alors, dans, les disciplines qui contribuent, beh, on a bien sûr la psychomotricité qui va jouer un rôle hyper important pour développer l'autonomie motrice. On a aussi la formation scientifique puisqu'on va parler des 5 sens, on va aussi parler du corps humain, et donc tous ces éléments-là vont bien sûr permettre de développer l'autonomie motrice et de prendre conscience de ces mouvements, en observant le corps. L'éducation culturelle et artistique a toujours sa place là, bien entendu, puisque l'expression plastique, l'expression musicale, mais on va utiliser aussi la psychomotricité fine, la motricité fine avec les élèves. Et la formation manuelle et technique, qui est aussi une discipline dans laquelle on va réaliser techniquement des choses. Et donc ça, bien sûr, ça travaille aussi la motricité fine. Là aussi, je ne vous apprends peut-être rien sur les idées qui sont dans le programme, vous les pratiquiez déjà. Peut-être que vous en avez, d'autres, qui ne sont pas notées. On n'a pas pu tout noter dans le programme, avait un nombre de pages limité, et donc vous avez certainement des bonnes idées, des choses que vous pratiquez déjà pour développer l'autonomie motrice dans vos classes. Alors le troisième type d'autonomie, c'est l'autonomie sociale. Dans l'autonomie sociale, on a 2 rubriques. On a la rubrique vivre la relation avec les autres et puis vivre l'organisation avec les autres. Qu'est-ce que l'autonomie sociale? Alors, dans l'introduction, de nouveau, cette définition, hein, on ne demande pas que les élèves soient capables d'être à l'aise au moment du spectacle de l'école ou pour parler devant la classe. Non, c'est pas ça. Devenir autonome socialement en maternelle, c'est être capable d'au moins entrer en relation avec ses pairs, avec les adultes en qui il a confiance, et de développer ainsi les habilités sociales qui lui permettront de vivre en groupe. Dans ces 2 rubriques, on a à chaque fois 4 objectifs, différents. Dans la relation avec les autres, c'est déjà comprendre qu'on appartient à un groupe et s'intégrer dans ce groupe. Et puis un peu plus tard, dans les maternelles, puisque c'est quelque chose qui est compliqué en classe d'accueil en première maternelle, beh, on va apprendre à coopérer, à partager, à accepter, à écouter les idées d'autrui. Mais c'est quelque chose de tout à fait progressif. Dans vivre l'organisation avec les autres, eh bien, on a se responsabiliser au sein du groupe, c'est-à-dire participer à des tâches de la vie de la classe, partager un lieu de vie, partager du matériel, partager aussi son enseignante avec les autres élèves de la classe, et puis ben, construire et intégrer les règles et les consignes, respecter les autres, gérer des conflits à la portée de l'élève. Pour vivre la relation avec les autres, ben, c'est important de consacrer du temps à chaque élève. Et ça, c'est quelque chose qu'on a lu aussi partout. Et ça peut se faire même de façon formelle. Vous dire, ben, je parle à tel élève, chaque jour, je parle à chaque élève au moins 5 minutes sur la journée, j'ai un dialogue avec lui. Et si je n'ai pas eu le temps de l'avoir aujourd'hui, ben, je le programme pour le lendemain. Ça permet de donner une place à chacun,
L'importance aussi de faire exister les absents. Alors avec les tableaux d'absence et de présence, c'est généralement quelque chose qui se fait, souvent, en classe, hein, et de pouvoir alors prendre des nouvelles de l'élève qui est absent. Et ça va permettre à l'élève de prendre conscience que même s'il n'est pas là, on continue à parler de lui, et même lorsqu'un élève n'est pas là, il continue à faire partie du groupe. L'importance d'observer les élèves lors de moments libres. Et c'est vraiment important en maternelle que les élèves puissent jouer librement chaque jour, plusieurs périodes par jour. Alors ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, les enseignants se tournent les pouces. Ce n'est pas du tout le cas. Ça leur permet justement d'observer les élèves, de voir où ils en sont au niveau du langage. Est-ce qu'ils ont compris les apprentissages cognitifs que vous avez mis en place et puis que vous remettez sous forme d'atelier autonome, mais ça permet aussi de voir si socialement ils rentrent en contact avec les autres, de quelle façon, et donc ça vous donne cette posture d'observateur qui est ultra importante pour réguler vos apprentissages par la suite. Prendre conscience que c'est difficile encore de partager et que c'est tout à fait normal, ça fait partie du développement psychologique de l'élève. D'inciter les élèves à s'entraider, donc c'est-à-dire que dans les dispositifs que vous allez mettre en place, ce sera vraiment important de proposer des dispositifs où les élèves doivent coopérer pour réaliser la tâche, doivent s'entraider pour réaliser la tâche. Et puis peut-être de discuter ensemble sur la façon dont ils ont coopéré, de la façon dont ils se sont entraidés et de ce qu'ils pourraient mieux faire la prochaine fois, par exemple. Adopter une posture de médiateur en situation de conflit, avec des démarches bien spécifiques à suivre pour que l'élève, quand il se retrouve dans une situation de conflit sans adulte à sa portée, il puisse lui aussi adopter cette démarche et cette posture pour résoudre le conflit. Alors, quelques idées en images hein, pour apprendre à se connaître. Voilà les enseignants qui ont travaillé par exemple sur toutes les façons de se dire bonjour pour respecter ce que certains élèves apprécient ou non. Hein. Certains n'apprécient pas les câlins, d'autres détestent les bisous. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour respecter quand même cette norme de politesse du bonjour? Ils ont travaillé là-dessus. En travaillant aussi sur les coutumes d'autres pays. Et donc, ça permet vraiment de travailler énormément de choses, travailler sur la façon de se dire bonjour. Vous voyez ici une boîte avec des objets. C'est une boîte qui permet de se présenter avec des supports. Et donc ici, on a l'enseignante qui a sélectionné tous des objets qui représentent ce qui est important pour elle ou ce qui fait qu'elle se sent bien. Et donc, elle utilise les objets pour se présenter. Et puis, elle demande aux élèves aussi de se constituer une boîte avec des choses qu'ils aiment bien et ils peuvent se présenter avec l'aide de cette boîte. Alors une pelote de laine simplement, on peut avec cette pelote de laine identifier les points communs qu'on a entre les différents membres d'un groupe classe. Un élève tient la pelote de laine, dit quelque chose qu'il aime bien et on peut s'aider des étiquettes que vous voyez en haut à droite. Et puis un autre élève qui ressent la même chose ou qui a la même chose ou qui aime la même chose vient chercher la pelote de laine et à son tour il énonce quelque chose et ainsi de suite et on se tisse une toile à l'intérieur de la classe. Il y a énormément d'albums jeunesse aussi qui traitent des ressemblances et des différences. Ça permet aussi d'apprendre à se connaître. Pour coopérer et partager, tous les jeux qu'on peut réaliser, soit en classe, soit en psychomotricité, des jeux de coopération vont bien sûr aider à coopérer et à partager, mais aussi simplement en mettant en classe des boîtes avec le matériel à utiliser au centre de la table pour que les élèves puissent déjà en tout cas se partager le matériel et peut-être ne pas avoir le matériel en suffisance par rapport au nombre d'élèves qui se trouvent à table. Les élèves apprennent alors en action à attendre leur tour pour avoir la colle ou les ciseaux. Et donc voilà des petits dispositifs tout simples, mais qui visent l'apprentissage de la coopération et du partage.
Alors, pour vivre l'organisation avec les autres, c'est important, peut-être au début d'année scolaire, de ne pas avoir déjà une liste de règles placardées comme ça sur les murs de la classe, mais d'avoir peut-être deux, trois règles qui garantissent la sécurité et puis de construire au fur et à mesure les règles de vie avec les élèves. C'est-à-dire que chaque fois qu'un événement apparaît ou une difficulté est apparue au sein du groupe, eh bien, on se rassemble, peut-être au sein d'un conseil de classe, et on ajoute une règle à la vie de la classe, à la charte, et puis on apprend comment est-ce qu'on va formuler la règle, est-ce que si on ne respecte pas la règle, est-ce qu'il y a une sanction, est-ce qu'il n'y a pas de sanction, on la décide ensemble ou pas. Et donc construire les règles avec les élèves, ça va permettre d'expliciter directement la raison de telle ou telle règle. Ça va aider les élèves aussi à respecter ces règles. Et puis, ça permet aussi la mise en place d'un conseil de classe qui a directement une utilité pour les élèves, une utilité citoyenne. Alors les règles, on peut aussi jouer avec les règles et faire, du classement entre, les règles qu'on peut faire, les règles qu'on ne peut pas faire, les règles qui servent à se protéger, les règles, qui servent à utiliser du matériel ou à respecter les lieux, ou les règles qui respectent les personnes. Et donc on peut donc jouer aussi avec des vignettes, jouer avec les règles. Et puis, il y a tout le tableau des responsabilités qui est aussi déjà une première mise en marche citoyenne. Chacun a un rôle à jouer dans la classe. Quelle discipline contribue à l'autonomie sociale? Mais on a le français, bien sûr, puisque le langage tient une place importante. Et puis, dans le travail des règles, on va aussi pouvoir s'appuyer sur des savoirs et des savoir-faire en français pour énoncer la règle, la rédiger, l'illustrer peut-être. Et puis, bien sûr, en éducation, philosophie, citoyenneté, il y a vraiment tout ce qui concerne le règlement, les règles, les lois, qu'est-ce que ça signifie, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on les respecte. Donc on touche bien sûr à l'EPC quand on travaille l'autonomie sociale. Et puis la religion a toujours un lien très étroit aussi avec le développement de l'autonomie. Vous avez là aussi certainement des bonnes pratiques de classe que vous faites déjà, bien sûr, qui ne se trouvent pas dans le programme. On sait bien que c'est vous les experts. On a repris dans le programme des choses que vous faisiez déjà parmi des collègues enseignants maternels, des visites d'école, des rencontres avec des gens de terrain, bien entendu. Comment est-ce qu'on peut communiquer aux parents autour de ces trois types d'autonomie? Alors, c'est vraiment essentiel d'avoir des rencontres individuelles avec les parents, même en début d'année. J'ai entendu que dans certaines écoles, il n'y avait pas de rencontre des parents parce qu'on est en maternelle, il n'y a pas de bulletin et donc on ne rencontre pas les parents. Or, c'est vraiment essentiel ces rencontres individuelles. Et elles peuvent donc se faire aussi en début d'année, puisque ça permet d'échanger notamment sur les façons dont l'élève régule son émotion et la façon dont on va pouvoir intervenir, interagir par rapport à une émotion difficile de l'élève, et donc à se transmettre finalement ce bagage qui permet de réguler les émotions. Mais ça va permettre aussi de comprendre l'histoire familiale de l'élève, quelque chose que les parents ne vont pas exprimer quand on fait une réunion collective de début d'année ou de rentrée des classes. Alors ouvrir la classe aux parents en début et en fin de journée, pour que les parents puissent venir voir ce que l'élève fait, mais aussi que l'élève puisse expliquer à ses parents ce qui se passe au sein de la classe. Proposer l'intervention des parents dans des projets collectifs, dans des projets individuels, vraiment laisser la porte ouverte aux parents. Varier les outils de communication afin de toucher tous les parents. On sait bien que les horaires scolaires sont difficilement en cohérence avec les horaires des entreprises. Et donc, c'est important d'avoir des outils de communication qui permettent de toucher tous les parents. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui qui existent et qui permettent cette communication.
Parfois, prévoir un délégué de parents, c'est quelque chose aussi qui créera le lien directement entre les familles. Un délégué de parents qui va organiser quelques petites activités en dehors du cadre scolaire et qui permettra de réunir l'ensemble des parents. Les parents vont ainsi mieux se connaître et peut-être avoir confiance pour inviter ou laisser son enfant aller chez les uns, chez les autres. Et puis, rencontrer les parents pour parler des progrès et pas seulement rencontrer les parents des élèves qui sont en difficulté. Ça, c'est quelque chose d'important aussi dans les rencontres individuelles que vous faites avec eux plusieurs fois sur l'année. Hein. Rencontrer les parents, rencontrer chaque parent ou proposer de rencontrer chaque parent 2 à 3 fois sur l'année. Alors, on va arriver dans la 4e autonomie. C'est l'autonomie cognitive et langagière, et cette autonomie-là, elle est peut-être un peu moins connue que les 3 autres que je viens de vous expliquer, qu'on vient de développer. Dans l'autonomie cognitive et langagière, vous allez trouver 4 rubriques. Développer des compétences cognitives transversales, développer le métier d'élève et les stratégies d'apprentissage, développer les fonctions exécutives, et puis apprendre le français, langue de scolarisation. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie cognitive et langagière? Vous allez trouver la définition à la page 43 du volume 1. Et donc, devenir autonome cognitivement, c'est apprendre à résoudre des situations problèmes qui sont bien sûr à la portée de l'enfant, c'est-à-dire dans sa zone proximale de développement. Vous voyez de nouveau un petit astérisque là, qui indique donc la zone proximale de développement. C'est une zone qui n'est pas trop facile, parce que sinon l'élève n'apprend rien, qui n'est pas trop difficile, sinon il se démotive et il se décourage, mais qui lui permet quand même de faire un pas en plus et donc d'apprendre quelque chose. Et cette zone proximale de développement, elle va pouvoir être identifiée parce que vous observez vos élèves et que donc vous leur octroyez des moments libres où vous pouvez être en posture d'observateur. Ou bien vous pratiquez le co-enseignement et ça vous permet à un moment de ne pas animer et d'être aussi dans cette posture d'observateur. Alors, des situations problèmes qui permettent à l'élève de choisir les actions et les stratégies qu'il va emprunter pour réaliser la tâche et qu'il va pouvoir expliquer. S'il est capable d'expliquer, c'est qu'il doit aussi maîtriser la langue de scolarisation pour expliquer ce qui se passe dans sa tête et structurer sa pensée et pour pouvoir communiquer sa pensée. Développer les compétences cognitives transversales. Alors, il y a plusieurs objectifs du référentiel qu'on retrouve ici. Et ce sont des objectifs qui, vous allez voir, ressemblent assez fort finalement à la démarche scientifique, puisqu'on va retrouver manifester sa curiosité, son étonnement, formuler des hypothèses, se donner une stratégie de recherche, puis rechercher l'information, traiter l'information et pour ça faire preuve d'esprit critique, et puis structurer et communiquer l'information. Et donc finalement, cette démarche qu'on peut retrouver en sciences, on peut l'appliquer pour toutes les disciplines et c'est pour ça qu'elle se trouve là. C'est parce que c'est une compétence cognitive transversale. Un petit exemple ici par rapport à la curiosité, vous faites une balade en forêt avec vos élèves, et puis voilà ce qu'on trouve sur l'arbre. Tiens, madame, qu'est-ce que c'est que ce gros bouton sur l'arbre? D'où il vient? Et donc l'élève est en questionnement, s'étonne, et puis on va aller rechercher, s'informer, on va aller rechercher l'information pour pouvoir savoir ce que c'est et répondre à notre questionnement. Mais ça peut aussi être dans une activité que vous mettez en place. Hein. Ici, on voit un petit jeu mathématique avec des petits carrés de couleurs. Les élèves doivent replacer les carrés de couleurs sans qu'il y ait 2 carrés de couleurs identiques qui se retrouvent côte à côte. Et donc, voilà un petit défi, une situation problème, où les élèves peuvent avoir plusieurs démarches possibles pour réaliser la tâche. Et donc, ils vont pouvoir par la suite échanger sur les démarches qu'ils ont mises en place pour réussir la tâche. Et c'est ça qui est important puisque il y a des démarches gagnantes parmi ces démarches. Et donc, les élèves qui n'ont pas réussi la tâche vont pouvoir utiliser les démarches des élèves qui ont réussi la tâche pour y parvenir.
structurer et communiquer les informations. Comment est-ce qu'on peut faire et à quel endroit est-ce que ça se trouve dans le programme? Vous allez voir que dans toutes les parties disciplinaires des 3 volumes du programme, vous avez un cadre dans la page de droite qui sont des exemples de structuration à réaliser avec les élèves. Ces exemples de structuration, bien sûr, ils permettent de structurer l'apprentissage, de structurer ce qu'on a appris, donc structurer le contenu d'apprentissage, mais aussi structurer comment on a appris les choses. Et donc, par exemple, ici, en mathématiques, les élèves ont appris à dénombrer du matériel, et pour ça, ils ont appris le pointage, ils ont appris l'organisation en paquets, et ils ont aussi utilisé le subitizing, donc la reconnaissance directe pour les petites quantités. Et donc là, on a structuré les démarches possibles pour dénombrer. Même chose ici en français, ils ont rédigé un petit texte en utilisant la dictée à l'adulte. Et donc, quand ils écrivent, ils doivent se poser des questions. Et donc, c'est ça qui a été structuré. Chaque fois que j'écris ou que je veux écrire, je dois savoir sur quoi j'écris, pourquoi j'écris et à qui j'écris. Et en bas, un petit exemple en musique où on a appris un certain codage pour réaliser une orchestration, une séquence rythmique. Et donc, on a structuré ce codage. Alors, la deuxième rubrique, c'est développer le métier de l'élève et des stratégies d'apprentissage. Là-dedans, on va trouver devenir élève, hein, c'est un métier à part entière. Il n'est plus enfant dans une famille, il devient élève dans une organisation et dans une petite société qu'est la classe. Il va devoir se construire des représentations mentales essentielles pour tous les apprentissages. Il va devoir exemplifier et mettre les différents apprentissages en relation. Alors, pour devenir élève et exemplifier, voilà un petit exemple qui peut se vivre comme rituel en début de chaque grosse séquence d'apprentissage, c'est d'identifier, de demander à l'élève ce qu'il connaît déjà sur ce qu'on va apprendre. Donc, vous énoncez l'objectif d'apprentissage, et on sait bien que l'élève, il ne part pas de rien, il a déjà des choses qu'il connaît, et donc vous lui demandez de donner des traces de ce qu'il connaît déjà. Et puis, une fois que l'apprentissage a été effectué, on va aussi reprendre des traces de ce qu'on a appris. On va les structurer, soit de façon individuelle dans un petit cahier, soit sur un panneau collectif de classe. Et puis, on va se poser la question avec les enfants, et on va se dire, avec les élèves, comment est-ce qu'on a fait pour apprendre? Qu'est-ce qu'on a fait pour apprendre? Ici, c'est sur le thème de la forêt. Eh bien, on a été visiter une forêt. On a été chercher des livres aussi sur la forêt. Et on a aussi été dans la forêt, on a récolté les éléments de la forêt. Et donc, l'élève va prendre conscience aussi des actions qu'il a réalisées pour apprendre. À l'école maternelle, on ne fait pas des choses seulement pour faire, hein, et la société pense souvent ça, hein, qu'à l'école maternelle, on occupe les élèves. Nous, on sait bien, nous, experts maternels, qu'à l'école, on apprend des choses aux élèves. Et c'est important que l'élève en ait conscience aussi, qu'il soit capable de dire Maman, aujourd'hui à l'école, j'ai appris telle ou telle chose. Et donc, terminer la journée en demandant aux élèves Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Et qu'il puisse faire la différence entre ce qu'il a fait et ce qu'il a appris. Aujourd'hui, je n'ai pas collé des gommettes. Aujourd'hui, j'ai collé des gommettes pour apprendre à compter, ou j'ai appris à compter en collant des gommettes. Alors, par rapport aux représentations mentales, et voilà ici aussi une petite structuration par rapport à la création d'images mentales. Alors, ce ne sont pas toujours des images qu'on a comme représentation dans la tête, hein. Parfois, on a un petit film, donc on peut poser régulièrement des questions aux élèves. Qu'est-ce que tu vois dans ta tête? Qu'est-ce que tu entends dans ta tête? Essaye de voir quelque chose dans ta tête, essaye d'entendre. Et donc, mets une caméra sur ce qui se passe dans ta tête, mets un haut-parleur sur ce qu'il se passe dans ta tête. C'est vraiment essentiel que l'élève puisse se construire des représentations mentales pour les différents apprentissages futurs.
Et donc, dans le programme, vous allez trouver, dans les cadres interaction des différentes disciplines, des éléments un peu comme ici, on trouve en français. Mais ferme les yeux et imagine le L qui monte dans ta tête, imagine le U, le N. Et donc, on demande à l'élève de se créer des représentations mentales. Toujours dans développer le métier d'élève et les stratégies d'apprentissage, voilà quelques objectifs supplémentaires. On aura comparer, classer, trier, discriminer, expliquer, réactiver, se construire des stratégies métacognitives généralisées. Voilà des objectifs qu'on retrouve. Alors souvent, on nous demande, ben, tiens, les puzzles, ça se trouve où dans le programme? Je ne vois pas les puzzles dans le programme. Parce que les puzzles, c'est une activité qui va permettre de développer justement cet objectif d'autonomie cognitive. Comparer, classer, trier, discriminer, organiser. Quand l'élève réalise un puzzle, il a besoin de toutes ces compétences-là. Et donc le puzzle, c'est l'objet qui va permettre de développer ces compétences-là. Et donc, ce n'est pas un objet d'apprentissage que vous allez trouver dans le programme, c'est un moyen, un outil pour développer, par exemple, cet objectif d'apprentissage. Alors, dans comparer, trier, classer, on va aussi l'utiliser en français, par exemple. C'est pour vous montrer comme c'est transversal, ces objectifs d'autonomie cognitive. Quand on va catégoriser des mots, ben, l'élève va devoir comparer, va devoir classer, va devoir trier, il va devoir discriminer ce qui se trouve sur la carte. Même chose en sciences. Quand on travaille autour des différences et des ressemblances entre un animal et un autre, bien, il va utiliser toutes ses compétences cognitives. Et même chose dans les structurations, on va aussi les retrouver, hein, des tableaux qui structurent, qui classent, qui trient, qui permettent de comparer différents éléments d'apprentissage. Se construire des stratégies métacognitives, et là, c'est encore à l'aide de l'adulte que ça va se faire tout au long de l'école maternelle et encore en P1, P2, c'est qu'on va demander régulièrement à l'élève de mettre des mots sur ce qu'il se passe dans sa tête. Explique-moi comment tu as fait pour faire telle ou telle chose. Ici, sur l'image, vous voyez par exemple un jeu de société qui a été réalisé entre deux élèves, un jeu de société que les élèves connaissent. L'intention ici de l'enseignante pour ce jeu de société, cette fois-ci, ça n'a pas été de jouer ou d'apprendre les couleurs, mais de trouver et de séquencer ce qu'il s'est passé dans la tête des élèves lorsqu'ils jouaient. Et donc, ils ont une petite fiche à côté avec les démarches et les stratégies et des petits pictogrammes qu'ils ont dû choisir et remettre dans l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait comme action mentale pour jouer au jeu de société? Dans le programme, vous allez retrouver une place vraiment importante à la métacognition. À plusieurs endroits dans le programme, on a des questions métacognitives qui apparaissent et qui sont, on en a placé quelques-unes ici sur cette dia. Ces questions métacognitives, elles se trouvent donc dans le cadre interaction possible de l'élève sur la page de droite, à droite de la page de droite, généralement dans la couleur de la discipline. Alors c'est important de réactiver. Hein, il y a aussi réactiver les apprentissages. Réactiver, c'est quoi? C'est se rappeler ce qu'on a fait lors de la dernière séance. C'est aussi rappeler ces contenus pendant la séquence d'apprentissage. Hein, rappeler la consigne notamment, mais aussi rappeler le sens de ce qu'on est en train d'apprendre. Et à quoi ça va servir? Mais ça va permettre de fixer les apprentissages dans la mémoire à long terme. Alors, cette réactivation, elle est importante parce que si on ne réactive pas, vous allez le voir ici dans la courbe que je vais vous montrer, qu'on appelle la courbe de l'oubli. Si on ne réactive pas, les apprentissages, ils se perdent très, très, très rapidement. C'est-à-dire que quand on apprend quelque chose aux élèves, hein, déjà quand on donne l'apprentissage, les élèves ne retiennent pas 100% de ce qu'on leur apprend. Ils retiennent plus ou moins 90%, entre 75 et 90%. Au bout de 10 minutes, déjà, ça commence à descendre. Et au bout de 24 heures, si on ne réactive pas, il reste entre 20 et 25% d'éléments qui sont retenus dans la mémoire.
Au bout d'une semaine, il en reste déjà plus que 10, 10, 15. Et puis au bout d'un mois et de 6 mois, on est entre 5 et 10% de ce qui a été enseigné, qui est retenu si on n'a pas réactivé les choses. Comment est-ce qu'on peut faire pour réactiver? Alors déjà, garder des traces de ce que vous faites avec les élèves, c'est une façon de réactiver. Ces traces, elles peuvent être affichées au mur, mais elles peuvent aussi être collationnées dans un cahier de vie qui se trouve dans la bibliothèque ou dans un album photo qui se trouve à la bibliothèque et que vous mettez à la disposition des élèves. Ça, c'est une première chose pour réactiver. C'est la même chose que pour nous, la réactivation, hein. Ce sera difficile de se souvenir des vacances ou d'éléments précis de vacances, mais si on retourne sur l'album photo, ça nous aide à réactiver dans notre cerveau les vacances vécues. C'est pareil pour l'apprentissage et pour les élèves. On peut aussi, hein, grâce aux ateliers autonomes, mis en place régulièrement et varier aussi ces ateliers autonomes au sein de la classe, ça va permettre de réactiver les apprentissages que vous avez faits en collectif ou que vous avez fait dans des ateliers dirigés. Et puis simplement en posant régulièrement ces petites questions à l'élève, hein. Qui se souvient de ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a appris dans l'activité précédente? Est-ce que cet apprentissage qu'on va vivre, est-ce que ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'on a appris tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Donc toutes ces questions-là, bien sûr, vont permettre de réactiver et de maintenir dans la mémoire à long terme les éléments de façon plus permanente. Alors, une troisième rubrique, c'est développer les fonctions exécutives. On retrouve 6 fonctions exécutives différentes, hein. Il y a la fonction d'activation, la fonction de planification, d'organisation, la fonction mémoire de travail, flexibilité cognitive, l'inhibition et la régulation émotionnelle. Toutes ces fonctions exécutives ont un petit astérisque. Ça veut dire que si vous voulez avoir des détails sur ces différentes fonctions exécutives, vous pouvez aller voir dans le glossaire. Il y a aussi sur le site de la salle des profs un document qui permet d'observer les fonctions exécutives qui donc se trouve sur la salle des profs et qui les explique aussi. Il y a tout un dossier sur les fonctions exécutives. Alors, on va les parcourir. La fonction d'activation, ben, c'est la fonction qui va motiver l'élève à entrer dans l'apprentissage. Et donc, tous les petits rituels que vous avez qui permettent de se reconcentrer après une activité un peu plus créative, par exemple, ou après une récréation, ou après un temps un peu plus mouvementé, mais ça va permettre d'entrer dans l'apprentissage plus facilement. Mais ça peut être aussi, hein, c'est un peu la première mise en situation que vous faites avant un apprentissage, hein, ça motive l'élève à rentrer dedans. La deuxième fonction, c'est la flexibilité cognitive. Qu'est-ce que c'est la flexibilité cognitive? C'est quand l'élève a du mal à changer sa façon de faire, hein. Vous voyez des élèves qui, par exemple, quand ils sont face à un puzzle d'encastrement, essayent à tout prix de faire rentrer la pièce de puzzle dans un emplacement qui ne lui convient pas. C'est qu'il ne fait pas preuve d'assez de flexibilité cognitive et donc il faut l'inviter à lui faire comprendre que cette démarche ne fonctionne pas et qu'il arrête et qu'il passe à autre chose, à une autre façon de faire. La planification, l'organisation, elle peut se vivre pour des tas d'activités, hein. Quand un élève veut faire une aquarelle, c'est ne pas toujours tout lui installer sur la table, mais voir avec lui les différentes étapes, la planification de sa tâche. Tiens, tu veux faire une aquarelle, de quoi est-ce que tu auras besoin? Qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Où est-ce que tu vas t'installer? Et donc, il puisse planifier et organiser pour réaliser la tâche. Le petit exemple qu'ici, on voit, c'est un exemple en français où l'élève doit réaliser un petit album jeunesse et il doit créer une histoire. Et donc, il a un petit support qui l'aide et il peut avancer avec sa pince à linge en fonction de l'étape à laquelle il se trouve. Et ça l'aide à planifier et à organiser sa tâche. Pour travailler l'inhibition, alors on peut avoir des supports. Voilà par exemple une structuration qu'on peut trouver en français
des élèves qui ont noté, tiens, moi, pour écouter attentivement, de quoi est-ce que j'ai besoin? Tiens, on va créer une petite liste de choses qui vont permettre d'écouter. Et donc, c'est s'asseoir et ne pas bouger les pieds, poser les mains sur les genoux, me concentrer, regarder la personne qui me parle, ça m'aide à écouter. On peut aussi utiliser les feux quand on doit faire preuve d'inhibition hein, lors d'un mouvement ou d'une émotion forte aussi. Stop, je m'arrête d'abord, je réfléchis et puis j'agis. Ou lorsqu'une consigne est donnée pour une activité, je n'agis pas tout de suite. D'abord, je m'arrête, j'écoute, je réfléchis à la consigne et puis j'agis seulement après. Tous les petits jeux qu'on peut faire comme le 1, 2, 3 piano, Jacadi, le poisson rouge sont des petits jeux psychomoteurs qui vont aussi aider à travailler l'inhibition. Une activité qui travaille plusieurs fonctions exécutives. Ici, c'est par exemple passer entre les différents fils sans les toucher. Un jeu qui pourrait se faire soit en classe, soit en psychomotricité, ça permet de travailler la flexibilité cognitive puisqu'il doit changer son trajet si ça ne fonctionne pas, mais aussi l'inhibition dans les mouvements. Ça peut aussi travailler la planification, l'organisation, avant de se lancer, de réfléchir par où est-ce qu'on va passer. Par rapport à la mémoire de travail, voilà aussi hein, une consigne qui peut être donnée en 3 temps, vraiment pour remettre la consigne dans la mémoire de travail avant d'agir. Là aussi, vous faites certainement déjà des choses, hein, mais peut-être qu'il y a des éléments un peu plus neufs dans cette partie-ci, mais certainement déjà dans vos classes, vous mettez des choses en place pour développer des compétences cognitives. La 4e rubrique, c'est le français langue de scolarisation. Vous allez retrouver 2 pages de droite un petit peu différentes. Elles ne se structurent pas de la même manière, puisqu'on trouve sur la page de gauche, à la page 76, on trouve un tableau en 2 colonnes qui indique que le français langue de l'école, pour atteindre ce français langue de scolarisation, il faut au moins déjà avoir le français langue de communication. Donc, le français langue de scolarisation, c'est quelque chose qui concerne tous les élèves et pas seulement les élèves allophones. Les élèves allophones auront bien sûr en priorité à travailler le langage de communication d'abord, avant de rentrer pleinement dans la langue de scolarisation. Le FLESCO ne se travaille pas seulement au niveau des mots de vocabulaire. On a aussi à l'école des structures de phrases bien particulières, des thématiques aussi qui sont différentes de celles qu'on peut utiliser à la maison, par exemple. On a un niveau d'abstraction bien plus élevé que ce que l'élève n'a dans son cadre familial. On utilise une intonation différente puisqu'on parle à un groupe bien souvent, nous, en tant qu'adultes. Et lui aussi, l'élève, quand il doit parler au groupe classe, son intonation sera différente que celle quand il doit parler à son frère, sa sœur, sa maman ou son papa. Donc la manière de prendre la parole et puis les statuts de la communication varient aussi. Et donc c'est sur tous ces éléments-là qu'il faut travailler avec les élèves, ou en tout cas prendre conscience que c'est quelque chose de compliqué et qui se travaille et qui n'est pas inné pour l'élève. Alors quelles sont les démarches qu'on peut mettre en place pour travailler le français langue de scolarisation? Là aussi, je vous invite à aller voir plus en détail le dossier FLESCO sur le site de la salle des profs pour avoir plus de détails sur cette partie-là. Alors c'est important pour que l'élève puisse s'entraîner à parler, de favoriser les petits groupes et donc des ateliers comme nous faisons en maternelle bien souvent. C'est vraiment important puisque ça permet à chacun de verbaliser ce qu'il a appris et que vous soyez là pour l'écouter et pour qu'il puisse aussi réutiliser le langage d'apprentissage. Ce sera important de prendre un temps d'arrêt, vous, en tant qu'enseignant, sur le vocabulaire de chaque discipline et se dire, tiens, avant de réaliser cet apprentissage-là, quels sont les mots qui vont peut-être mettre en difficulté mes élèves et que je vais pouvoir présenter à mes élèves avant l'apprentissage? C'est en relation avec le 3e point, hein, identifier en amont
de l'apprentissage, les concepts, les mots spécifiques à prendre en compte pour la discipline. Donc ça, c'est un travail d'équipe que vous pouvez peut-être réaliser en vous mettant plusieurs enseignants autour de la table pour dire mais quels seront les mots de vocabulaire compliqués ou les concepts qui vont être compliqués pour mes élèves en fonction de la réalité de votre école et que je vais pouvoir apprendre peut-être avant l'apprentissage pour qu'il ne soit pas un frein à l'apprentissage. Importance d'augmenter la production orale des élèves sans l'évaluer, pas tout de suite évaluer, mais d'abord qu'ils puissent s'entraîner à parler et on n'évalue pas directement, évaluer de façon formative, j'entends bien, hein, de toute façon. Prendre le temps de mettre en place des phases de métacognition régulières, donc mettre des mots sur ce qui se passe dans sa tête régulièrement. Lire des albums jeunesse. Les albums jeunesse, c'est un langage proche du langage de scolarisation. Et donc, baigner les élèves dans ce monde des albums jeunesse, lire plusieurs albums jeunesse par jour, puisque on va y retrouver une langue écrite oralisée. Reformuler les propos d'un élève. Quand un élève dit quelque chose dans un langage très simple, mais c'est reformuler ses propos avec un langage plus soutenu. Ainsi, vous lui servez de modèle. Les mots qu'il entend là, il va peut-être, après à les avoir entendus de nombreuses fois, pouvoir les utiliser lui aussi. Penser tout haut, mettre un haut-parleur sur sa pensée, hein, mettre en mots les stratégies cognitives que vous utilisez vous. Et donc, souvent, mettre un haut-parleur sur votre pensée. Tiens, moi, après avoir lu cette page d'album, ben, moi, j'ai compris telle ou telle chose parce que cet indice-là m'a permis de comprendre où est tel personnage, cet indice-là m'a permis de comprendre la météo. Et en mettant en mots vos stratégies cognitives, ben, les élèves vont pouvoir réutiliser les mêmes stratégies que vous ou en tout cas s'appuyer sur celles que vous utilisez. Alors, quelques outils pour travailler autour du vocabulaire notamment. Un outil qui illustre la consigne, hein, ça peut être important, donc le matériel, l'action qui va devoir être réalisée, et puis écrire devant les élèves la consigne que vous leur dites oralement. Alors toute l'utilisation des boîtes à mots, des flashcards, des imagiers sont évidemment intéressantes pour travailler le vocabulaire de scolarisation. Alors, des activités d'apprentissage. Voilà ici une activité proposée en français, hein, différentes pistes d'activités. Quand vous travaillez les mots avec les élèves, c'est important de savoir qu'il ne faut pas attendre directement que l'élève produise le mot après l'avoir entendu une fois. Donc il faut d'abord présenter les mots à l'élève, les présenter plusieurs fois. Il faut qu'il les entende plusieurs fois. C'est comme nous, quand on est dans un contexte d'une langue qu'on ne connaît pas, c'est pas après avoir entendu une fois un mot dans une langue étrangère qu'on va être capable de l'utiliser. On va devoir l'entendre plein de fois dans des contextes différents avant de pouvoir l'utiliser d'abord avec l'aide de l'adulte. Hein. On va d'abord comprendre le mot, et puis on va l'utiliser avec l'aide de l'adulte, et puis seulement on va apprendre à le produire tout seul. Et donc ces 4 étapes, elles sont vraiment importantes. Qu'on soit allophone ou pas, pour des nouveaux mots de vocabulaire, la démarche, elle est la même et elle doit être la même. Et bien sûr, vous pouvez faire la même chose par rapport aux phrases. Présenter la phrase et puis apprendre à la comprendre et donc jouer avec la phrase. Et puis seulement apprendre à la produire avec l'enseignant et puis à la produire seul. Voilà pour ce qui est du langage de scolarisation. Alors, comment est-ce qu'on peut communiquer aux parents par rapport à l'autonomie cognitive? C'est peut-être un peu plus délicat que par rapport aux 3 autres types d'autonomie. Alors, ce qui est important, en tout cas, par rapport au français langue de scolarisation, c'est de proposer aux parents vraiment leur participation, surtout s'ils parlent une autre langue, d'apporter des chants, des histoires, conter dans la langue maternelle et de vraiment s'appuyer sur la langue maternelle pour mettre en évidence les différences et les similitudes de l'élève. Donc ça, c'est vraiment
quelque chose d'important, c'est de s'appuyer sur la langue maternelle. Vous ferez évidemment des liens avec l'éveil aux langues également, pour développer le français, langue de scolarisation, mais aussi langue de communication. Et donc, c'est aussi dans ces entretiens réguliers que vous aurez avec les parents, des entretiens individuels, que vous pourrez communiquer aux parents sur le développement de l'autonomie cognitive de l'élève. Donc voilà, cet atelier qui se termine ici. J'espère que l'ensemble des informations a été assez clair. Et bien sûr, il y a toutes les informations utiles dans le programme et puis des formations qui pourraient être encore proposées si vous n'avez pas suivi les formations l'année en 2021-2022 ou en 2020-2021, puisqu'il y a eu cette formation programme. Voilà, bonne continuation à tous et beaucoup de plaisir au sein de vos classes avec vos élèves.